ceux qui sont en ligne, je ne sais pas qui est derrière, mais il y a 4 personnes. 4 personnes, ok. Donc, dans les critères qualité qu'on a énoncés, donc, on était sur la cohérence à ce niveau-là. Un des principes pour valider la cohérence des données, c'est de limiter dès la saisie, lorsque vous faites collaborer des partenaires, des clients ou des personnes externes à votre écosystème, de les contraindre à saisir une donnée correcte. La donnée correcte, c'est aussi bien un numéro de téléphone qu'une adresse email. Il est facile de vérifier leur forme, mais il est un peu plus dur d'aller vérifier que la donnée de gestion qu'ils saisissent, quand ils vous rappellent par exemple un numéro de commande qui a été enregistré dans votre système d'information, il serait facile pour l'utilisateur de republier un 0, de ne pas saisir le C ou autre, alors que si on les contraint dès la saisie parce qu'on amène dans la plateforme les données de gestion qui le concernent, alors on n'a plus de temps à passer à corriger cette donnée et on peut l'exploiter, simplement. Et réassocier la demande d'origine, que ce soit une demande SAV ou une demande de toute autre nature, réassociée à l'avis de la commande, à l'avis de la facture, etc. On fait le lien directement avec la donnée de gestion. Donc la cohérence de la donnée dès la saisie est importante. Dans l'autre idée, sur la partie droite, c'est d'éviter de demander à vos utilisateurs de renseigner une donnée qui pourrait déjà être déduite au travers du contexte pour lequel il remplit le formulaire. Ici, par exemple, on a un jeu de questions. Certaines questions peuvent être déduites de d'autres. Par exemple, ici, la typologie d'affaires telle que le client l'avait mis en œuvre ici va être déduite des questions qui sont mises ici et de la catégorie qui est sélectionnée ici. Donc finalement, il est facile de rentrer dans un système informatique une matrice qui va permettre, grâce au jeu de questions, de définir les questions qui suivent. On aurait pu carrément ne pas l'afficher puisqu'elle n'a pas lieu d'être, elle n'est pas intéressante pour l'utilisateur final. Mais elle va permettre, cette donnée de gestion-là, finalement, d'enclencher un processus ou un autre et de passer par différents services, peut-être différents acteurs, métiers, pour répondre à la demande. Donc, dans la cohérence de la donnée, c'est pareil. Là, on rejoint un peu tout ce qui est la notion de l'in-office. On va éviter les gaspillages de données. On va éviter de poser des questions qui ne sont pas nécessaires dans le processus ou dans l'usage que vous souhaitez en faire. On va éviter d'en oublier aussi, dans l'autre sens, bien sûr. On va demander, on va quasiment même demander de façon obligatoire tous les éléments qui nous sont nécessaires pour suivre le processus. Sinon, à un moment donné, vous allez être bloqué. Ça va donner lieu à une interprétation, à un retour arrière. Et je dirais qu'il va y avoir des croisements d'informations par d'autres biais que par la plateforme. Donc, dans l'expertise du processus, lorsque l'on vous accompagne pour mettre en place les processus, donc je parle de processus de workflow, ça parle à tout le monde, il est important de bien qualifier l'usage, ce à quoi on doit arriver, et on en déduit à ce niveau-là quelles sont les données qui doivent être renseignées aux différentes étapes du processus, par quels experts métiers, quelles sont donc les informations obligatoires et quelles sont les informations qui n'ont rien à faire là, même si c'est de l'information en devenir d'être utilisée. Lorsqu'on va vouloir réellement l'exploiter, il est fort possible qu'on ne puisse pas, puisqu'elle n'aura pas été supervisée, maintenue ou encore qualifiée. Dans la cohérence de la donnée, on a encore un autre axe qui est la typologie de données. Je vous l'ai montré tout à l'heure via le formulaire Call to Action qu'il y avait sur le site institutionnel de nos clients. Une zone commentaire, là, ça vous force à interpréter l'information, ça vous force à réécrire l'information dans votre système de gestion, alors que la vraie information que vous vouliez savoir, c'est une question plutôt claire et précise, et que un oui et un non, ça n'a pas de prix, ça va vous permettre d'aller à droite ou à gauche, déjà. Vous avez déjà la moitié du processus qui est isolé, et vous savez que c'est par ici qu'il faut aller. Donc la donnée, le fait qu'elle soit la plus précise possible, j'aurais envie de dire, il faut éviter la saisie d'un commentaire, simplement. Il faut que les données soient le plus précises possible. On peut même aller plus loin, ici vous reconnaissez le symbole de localisation. Une localisation GPS est souvent aussi beaucoup plus précise qu'une adresse, que la saisie d'une adresse. Je reprends l'exemple de mon artisan. Il est en train d'intervenir sur une maison qui est en construction, sur un nouveau lotissement dans une commune qui était un champ préalablement. L'adresse, vous ne l'avez pas. Les rues ne sont pas identifiées, les numéros encore moins. Une localisation GPS, vous l'avez, vous savez où est la maison, vous savez là où se trouve le problème éventuellement, où se trouvent d'où provient l'origine de la demande. Et un autre axe par rapport à la typologie de données, c'est les photos. Encore une fois, c'est facile à interpréter. Vous aurez tout le contexte
lors d'un SAV, d'une casse, d'un produit défectueux, la couleur, etc. Vous pourrez même voir la référence. Il sera beaucoup plus rapide de prendre une photo désormais avec tous les téléphones que l'on a en poche ou tout autre type de device, et plus facile à traiter derrière. On n'a pas défini les données, mais la photo est une donnée, le PDF est une donnée, dans les mails on a des données, ainsi que donc vraiment toutes les sources de données. Affecter une photo au bon endroit pour la récupérer dans un processus SAV, par exemple, ça peut être important. L'idée, c'est qu'elle soit utile, qu'elle soit concise et qu'elle vous permette d'avancer dans le processus et dans les décisions qui seront à prendre ensuite. David en a parlé, donc permettre aux acteurs de vérifier l'origine des données. Donc c'est l'histoire de ces petites poires avec les gouttelettes là, d'eau, la fraîcheur du fruit. Ici, identifier horodater les différentes actions d'un processus, les mettre à disposition des utilisateurs qui suivent dans le processus, va donner confiance dans la donnée, va permettre de savoir que, éventuellement, ici, on a des bismutifs, là, de savoir que c'est bien un expert métier qui est en charge de cette donnée-là, qui l'a renseignée, qui a acté que le processus a été réalisé. Ici, en tant qu'acteur dans un processus, si le bouton s'affiche ici, c'est que tout ce qui a été défini en amont comme être à collecter ou à valider a été réalisé et je suis prêt donc à agir en appuyant sur le bouton. Et ce bouton-là, je peux y aller les yeux fermés parce que les acteurs qui sont intervenus sur le processus sont ceux qui ont été définis initialement lors de la mise en place de ce processus. Donc, l'accessibilité aux données, qui était un autre critère. Donc là, le rôle, c'est de distribuer les données au bon moment aux bons acteurs. Donc, on le fait via de la centralisation d'informations. Il est compliqué souvent le fois quand des personnes ont à agir face à une demande. Tiens, oui, c'était le client. Il faut que j'aille voir dans l'ERP qui c'est réellement. Ah, la commande, ok. Ah, bah oui, mais il y avait une relation commerciale. Il faut que j'aille voir dans la CRM aussi une certaine information parce que j'ai un notebook là. Et puis peut-être que, comme se développe souvent une fois dans les entreprises, des petits fichiers Excel à droite à gauche parce qu'on n'a pas la place, on n'a pas mis en place ces différentes informations-là. Donc, là, la plateforme se veut forte pour centraliser finalement toute l'information qui est nécessaire à la prise de décision, au pilotage ou à l'opérationnel face à vos acteurs qui vont agir sur le processus. Ici, Julie, elle a besoin des informations de contact et des informations de projet. C'est elle qui doit prendre rendez-vous, par exemple, avec le particulier. Il est bon de savoir ce que le particulier a demandé. Il est bon d'avoir ces informations de contact. Ici, là, on pourrait l'appeler Martin. Du coup, lui, c'est plutôt la partie commerciale. Il a fait une demande en interne. Et lui, ce qu'il veut savoir, c'est quand est-ce que le BE lui répond. On met une information en évidence. Le BE, il me répond le 30-08. Je n'ai pas de doute, je suis dans mon affaire. Je n'ai pas à chercher. D'accord. On va à l'essentiel, on lui montre l'information qu'il attend. Donc, dans l'accessibilité aux données, la bonne pratique également est de simplifier l'interprétation. J'ai repris cet exemple-là, il n'a pas de questions à se poser, il n'a pas à lire un long descriptif, il n'a pas à lire un mail, il n'a pas à chercher son mail. Tout est recentralisé dans la plateforme au sein du projet qui a été initié avec ce client-là. Donc, ce sont des vues qui sont personnalisées en fonction des profils métiers. La partie commerciale ne va pas forcément ne va pas avoir besoin des mêmes informations que le responsable BE ou encore le technicien ADV ou autre. Donc, on va personnaliser les vues en fonction des données qui lui sont importantes. Et ici, donc, je reboucle sur la notion de photo. Parfois, un croquis, même si c'est dessiné de façon un peu sombre sur un papier à petits carreaux, va en dire plus, encore une fois, qu'un formulaire, qu'une saisie ou même un mail. Tiens, j'ai un problème, mon volet, il touche pas le mur. Bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Si vous invitez les particuliers à prendre une photo et à vous envoyer ça par formulaire, et que la photo est obligatoire, vous allez déjà mieux comprendre ce qui se passe. Donc, l'exactitude des données. On reboucle sur l'identification des données. Ça nous rassure par rapport à l'origine des données, d'où elle provient, quelle est la source de la donnée que j'exploite
pour faire mon expertise, pour travailler sur les différents processus auxquels je suis convié. Et il permet aussi, donc là, dans ce suivi-là, de voir aussi que les processus, ils sont linéaires. C'est-à-dire que même s'ils ont plusieurs embranchements, peut-être que sur celui-ci, il y a ces 4 actions-là et je peux travailler. Peut-être que dans d'autres, il pourrait y avoir 10 actions parce que c'est quelque chose de plus compliqué à gérer. Et je pourrais travailler qu'au bout des 10 actions. Ça, c'est quand on établit le processus, on va en avoir un exemple après. On va définir les différents cheminements en fonction des réponses qui ont été, ou de la donnée qui a été collectée, du contexte également. Je vais en venir où? Je vais en venir au fait que si je ne suis pas prêt pour réaliser mon action, le processus ne va pas me le proposer. Je ne vais même pas être averti que je vais ça réaliser. Voilà. Donc le processus va être bloqué. Si la donnée de qualité contraint la bonne exécution des actions dans votre entreprise, il convient de bloquer le processus à partir du moment où il y a une donnée manquante, oui ou non, et de revenir plutôt que ce soit l'acteur qui intervient après et qu'il revienne par un coup de téléphone ou par un mail ou autre. Donc là, vous commencez à tomber dans des dérives finalement où il y a une certaine information qui va passer à côté de votre plateforme. On en parlait tout à l'heure, donc localisation GPS, voilà. Les photos, je les ai déjà pris comme exemple tout à l'heure, un croquis, voilà. Ouais, descriptif, oui, la traverse, elle est à 400 au lieu de 410. Bon, permettre sur les outils aujourd'hui de prendre un schéma et puis d'écrire directement dessus, va être beaucoup plus efficace en termes de prise de notes, que ce soit sur un chantier, que ce soit dans différents domaines, pour transmettre cette information-là. Et elle sera plus concise. Donc ici, on va avoir des axes de supervision, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Faire un bilan régulier de l'usage. Pourquoi j'ai 10% de mes demandes entrantes qui bloquent? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristique? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Peut-être qu'il me manque une étape. Peut-être que les acteurs ne sont pas les bons dans certains cas. Peut-être qu'il faut que je change mes embranchements. Peut-être qu'il faut que j'alerte quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il faut intégrer un autre acteur, etc., etc. Donc là, on est dans une notion de supervision, de bilan régulier de l'usage. Ils doivent être remis en cause régulièrement, en vue d'une amélioration continue pour faire évoluer vos processus internes, que ce soit de la demande de congé à la demande SAV, une demande tout autre. Je pense toujours que la qualité des données va être constante à partir du moment où on a fait des actions pour améliorer la qualité. Mais en fait, comme un outil, dans un atelier, on peut se dire qu'il a usé et donc il faut le remplacer régulièrement. Et les processus de contrôle qualité de la donnée, c'est la même chose. Il faut les faire évoluer régulièrement. Ce n'est pas parce que la donnée que je collecte aujourd'hui est bonne que demain elle le sera encore. Ce n'est pas parce que la personne qui saisit ma donnée aujourd'hui et trouve son intérêt et le saisit correctement que demain elle le saisira encore correctement. Donc à chaque fois, il faut que ça fasse sens pour la personne. Il faut qu'elle comprenne pourquoi est-ce qu'elle le saisit et après ça va être bien donné. Et donc aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, il y a la traçabilité de toutes les évolutions des données. On sait tout redater, donc on sait retrouver n'importe quelle anomalie. Et tout d'un coup, passer entre l'étape 1 et l'étape 2, on a une dérive. Avant, ça durait 5 minutes, maintenant, ça dure 5 heures, 6 heures, 10 heures. Donc, c'est qu'il y a un problème. Soit il y a un usage différent du process, soit la donnée, on n'arrive pas à la collecter comme on la collectait avant, soit les personnes ne sont plus intéressées pour collecter les données. À chaque fois, il y a un humain derrière. Donc, en effet, il est peut-être pressé, il n'a peut-être plus le temps, il n'a peut-être plus l'info, il ne voit peut-être plus l'intérêt de collecter cette donnée-là. Donc, le fait de faire le bilan permet de remettre à plat les processus régulièrement et de tendre vers le zéro défaut et vers la technologie. C'est un point important du processus. Et donc, on arrive au dernier critère qui est l'exhaustivité des données. Donc, on a parlé succinctement également tout à l'heure, c'est que toutes les données utiles au processus que vous avez défini pour un usage donné doivent être obligatoires. À quoi bon poser une question si elle ne vous sert à rien derrière? Comme je disais tout à l'heure, si c'est juste une question pour dire ça sera une donnée en devenir d'être utilisée peut-être à terme, vu qu'elle n'est pas qualifiée, validée, supervisée, il est fort possible que vous ne puissiez même pas l'exploiter derrière. Il vaut mieux l'intégrer au moment où vous en avez besoin. Il est facile de faire évoluer un formulaire. Aujourd'hui, tout le monde fait des Google Forms ou autres et injecte facilement une question. Donc, c'est le même système.
il ne faut pas se priver de faire évoluer, ça rejoint l'amélioration continue, de faire évoluer les formulaires, de faire évoluer les différentes données que vous avez besoin de traiter au-delà de votre processus. Et donc, à l'inverse, toutes les données obligatoires sont utiles au processus. On s'interdit, donc, pour le coup, de poser des questions qui ne servent à rien, hein. À part noyer l'information au milieu du reste. Il est fort possible que vous perdez du temps à faire ça. En termes d'interprétation pour les acteurs derrière, et l'acteur principal qui exécute la demande peut se demander pourquoi vous venez à lui poser cette question-là, qui est plus en relation réellement avec sa demande. Aujourd'hui, on a des formulaires qui sont facilement dynamiques, hein. Ils peuvent être conditionnés. En fonction d'une réponse, le déroulement du formulaire qui va suivre peut être complètement différent, hein. Donc, on en vient à capter vraiment les informations qui nous sont nécessaires. Donc, pour vérifier l'exhaustivité des données, hein, je l'ai dit, c'est pareil, s'il y a une donnée qui est corrompue, qui est invalide, qui n'a pas été renseignée, qui ne permet pas au processus d'avancer, eh ben là, on va réenclencher ce que je disais au début, les notions d'automatisme. Peut-être on va renvoyer la balle à l'expert qui devait traiter la donnée. On va lui rappeler de se reconnecter sur la plateforme centralisée où il va retrouver tout l'écosystème et la demande qu'il a traitée pour corriger la donnée, la renseigner ou la compléter. D'accord. Dans la notion de suivi, hein, c'est l'idée, hein, c'est à partir du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire, à part une demande de données, c'est bien d'avoir tous les voyants ouverts et ne pas avoir la moitié en rouge, la moitié en vert et de répondre approximativement à une client. D'accord. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. L'acteur qui va pouvoir prendre en charge ensuite la suite du processus, eh ben, il est sûr de la validité des données. L'idée, elle est là, c'est que vous n'ayez plus besoin de vous poser la question, est-ce que ce qu'il a renseigné, est-ce qu'il faut que je réfléchisse à sa place? Parce que tout ce qui est en amont, c'est pas fiable, c'est pas stable, hein. Est-ce qu'il ne faut pas que j'aille reposer la question à une autre personne, hein? Donc, voilà. Ça, il faut enlever ça si vous voulez répondre au plus vite à la demande initiale. Et donc là, c'est un écran un peu des actions qu'il pourrait y avoir à faire pour une personne. Dans la to-do list de la personne, s'il y a une tâche qui apparaît, eh bien, il faut que toute l'information qui a été collectée suffise pour qu'il puisse réaliser cette tâche, hein. On va lui amener toute l'information dont il a besoin pour réaliser cette tâche. Je crois que c'était terminé. Donc, je vais repasser la main à David pour conclure sur ces différents cas. Les différents exemples, en fait, sont issus de la plateforme qu'on a à disposition. Elle est basée autour de 4 piliers. Le premier, c'est, vous l'avez vu, centralisé. L'idée, c'est de pouvoir collecter les données de n'importe où, c'est pouvoir échanger aussi avec n'importe quel acteur de la chaîne de valeur, que ce soit des acteurs internes, des collaborateurs, comme des clients, comme des particuliers, d'accord? Donc, clients particuliers, donc dans le B2B2C, puis pareil pour les fournisseurs, d'ailleurs. Quand je veux avoir un traitement des délais, quand je veux avoir un traitement des disponibilités en stock, ce qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, quand je veux avoir un traitement aussi de l'évolution des prix, des coûts, eh bien, je vais pouvoir le traiter de cette manière-là. Donc, je vais donner la possibilité à chacun, plutôt que de travailler avec des mails, d'avoir accès à des formulaires dans lesquels ils vont pouvoir renseigner l'information que je leur demande. Donc, je n'ai pas de perte de temps. C'est beaucoup plus simple et pour l'acteur qui va remplir les données, parce qu'il a un formulaire directement adapté, il n'a pas à faire un mail, et c'est beaucoup plus facile en fait de collecter la donnée sous cette forme-là. En plus, on peut aider à la collecte. Donc, la centralisation est un point important. Et centraliser, c'est de la donnée structurée et de la donnée non structurée. C'est du mail, c'est de la photo. Autour de la photo, il y a un gros travail en fait. Parce que la photo, il faut qu'elle soit accessible n'importe où. Quand je prends une photo avec un iPhone aujourd'hui qui fait 40 mégas, si j'affiche 20 photos dans ma page, il ne faut pas que ma page, ça la mette en carafe. Donc, on va vignettiser les photos. On va réduire la taille. On va les mettre en 300 dpi. On va s'assurer qu'il n'en manque pas, enfin, bon, etc., etc. Mais les photos font partie entière, intégrante maintenant, en fait, du traitement qualité de la donnée, hein, au même titre qu'un numéro client, un contact, ainsi qu'une adresse, et ainsi de suite. Donc, centraliser, ça va permettre de centraliser toutes ces informations-là, venant de tout type de système. Centraliser ne veut pas dire dupliquer, hein. Centraliser, ça veut dire garantir que l'accès soit central par rapport à un acteur. Automatiser, donc Jérôme en a beaucoup parlé, permettent de créer des tâches facilement. Voilà.
pour relancer, pour redonner la balle à quelqu'un, pour demander à quelqu'un d'envoyer la documentation, pour demander de relancer, pour rappeler un client. Donc, à chaque fois, en fait, plutôt que de s'envoyer un mail ou d'envoyer des mails à ses collaborateurs, on va privilégier des tâches, l'automatisme autour des tâches. On va pouvoir demander des retours, on va pouvoir suivre les retours. Beaucoup plus facile à piloter qu'une messagerie où il faut se dire, ah ben tiens, je lui ai envoyé un mail il y a 5 jours, il ne m'a pas répondu, est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il ne l'a pas fait? Là, on a tout de suite la visibilité sur ce qui est fait ou pas dans le cadre de cette démarche-là. Rien n'empêche de traiter ça par mail ou par SMS en parallèle. Et d'ailleurs, le système le permet. Donc voilà, par partager, informer. Donc le système le permet, en effet. Il va permettre de décloisonner l'ensemble des services, en fait, à travers des notifications, des envois de mails, des envois de SMS, qui vont rerouter vers des documents, vers des formulaires, ainsi de suite. À l'heure de la dématérialisation, un exemple tout bête, à l'heure de la dématérialisation, quand je vais envoyer une facture à un client, je veux bien être sûr qu'il ait consulté cette facture et qu'il ne me dise pas au bout de 30 jours, bah non, je ne la paye pas, je ne l'ai pas reçue. Voilà, parce que c'est dans sa boîte mail et il a bon rôle, en fait, de dire qu'il n'a jamais reçu la facture. Donc, je vais pouvoir lui envoyer un mail. Sur ce mail va figurer l'état de la facture. Il aura un lien sur lequel il pourra accéder à la facture et je vais horodater le moment où il accède à la facture. Si 48 heures après l'envoi du mail, il n'a pas accédé à la facture, je vais le relancer. Voilà. Si 72 heures après l'envoi du mail, il n'a toujours pas accédé à la facture, je vais envoyer un mail vers un commercial lui demandant de relancer le client en question parce que visiblement, il y a un problème avec l'accès à la facture. Hein, donc tout ça, ça fait partie des démarches qualité autour de la donnée. Être bien sûr que toute la donnée, en fait, systématiquement, se rend bien d'un point A à un point B de manière cohérente, exhaustive, et ainsi de suite. Et que vous, les données que vous avez à traiter sont cohérentes, fraîches, exactes et autres. Hein, donc la qualité de la donnée, on la retrouve vraiment à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Voilà, et dernier point, c'est étendre l'écosystème. Hein, donc vraiment pouvoir dialoguer avec les clients, avec les parties prenantes, avec les partenaires, avec les apporteurs d'affaires, avec les fournisseurs, et leur permettre également d'intégrer la plateforme et d'accéder à la plateforme. Hein, pour que la donnée soit collectée au plus proche de la source, au plus proche de l'événement en fait. On pense souvent aux commerciaux parce qu'ils sont nomades, mais il n'y a pas que les commerciaux. Je peux adresser directement les clients ou les contacts chez les clients. Je peux adresser directement le fournisseur plutôt que de lui envoyer un mail pour demander un délai. Hein, je vais pouvoir l'adresser directement à travers un formulaire, ce qui va permettre de récupérer une zone dans laquelle j'ai une date que je vais pouvoir enregistrer dans mon système en automatique plutôt que d'avoir une interférence humaine. Tout ce qui peut être automatisé, en fait, va aider, va concourir à la qualité de la donnée. La valeur ajoutée humaine, c'est plutôt prendre le téléphone pour discuter et essayer d'avancer le délai avec le fournisseur. Bon, voilà. Donc voilà. Je pensais qu'il y avait une diapo entre les deux. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Nous avons un stand, hein, pour ceux qui le souhaitent échanger plus avant. Donc, nous avons un stand. Nous avons ouvert un petit jeu qui permet de remporter des places au Puy du Fou. C'est un jeu digital. Les questions sont compliquées, pour moi, ce que je trouve, mais c'est intéressant. Il y a 7 ou 8 questions. N'hésitez pas à badger le QR code pour y aller. Et il y aura donc ceux qui auront répondu seront tirés au sort pour tous ceux qui auront répondu à l'ensemble des questions. Et il y a des places au Puy du Fou qui sont à gagner. Voilà. C'est plutôt un beau spectacle. Là, on est juste. On peut venir badger le QR code sur le stand. Ouais. Ah oui, pardon. Oui, le QR code est aussi disponible sur notre stand. N'hésitez pas à passer. Et je vous laisse faire. Voilà. Donc, vous allez arriver normalement sur un QCM, hein, voilà, sur lequel il y a 7 questions à répondre. Et merci aux organisateurs aussi, je voulais en profiter pour cet événement. Nous sommes présents et partenaires pour la première fois, en fait. Puis comme je le disais tout à l'heure, on est issu du monde de la gestion, donc on manipule des centaines de millions de lignes de data tous les jours. Donc on trouvait que ça faisait sens en fait, d'être présent ici en tant qu'expert à ce salon. Voilà, merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur la présentation ou sur ce qui a été dit? Oui. Je vais revenir un peu sur le cas de l'artisan qui reçoit le SMS, c'est que je trouve très bien. Mais la question, c'est de savoir, au cas où l'artisan, quand il reçoit le SMS avec les données du client, s'il le recontacte directement, ou dans le processus, comment vous arrivez à suivre, est-ce que derrière,
quand l'artisan est fini de contacter le client pour convenir de ce qu'il y a à convenir, est-ce que derrière, il faut qu'il revienne remplir un formulaire ou... Ce que l'on fait, en fin de compte, en effet, quand on va lui envoyer un SMS, on va lui envoyer un lien. On ne va pas lui donner les informations directement dans son SMS. On va l'inviter à se reconnecter à la plateforme, qui est compatible avec les mobiles, bien sûr, sur lesquels il va pouvoir accéder aux informations de contact. Donc, le fait qu'il appuie dessus et qu'il décroche, finalement, on va pouvoir tracer les actions qu'il a réalisées. C'est dans ce sens-là. Voilà. Et très vite, on va lui poser la question, est-ce que ça l'intéresse ou pas? Parce qu'en fait, à chaque fois, il faut donner le choix aux différents utilisateurs. Si vous voulez qu'ils répondent correctement à vos questions, il faut qu'ils aient le choix de pouvoir sortir d'un questionnement. À un moment, peut-être que ça l'intéresse pas, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que finalement, il a trop de travail, aujourd'hui, il ne traitera pas le lead. Donc, il y a bien le scénario nominal où on s'attend en fait à ce qu'ils répondent et à ce qu'ils prennent le lead. Puis, il y a tous les scénarios en dehors du nominal qu'il faut penser en fait en amont. Il ne faut pas oublier que des fois, il n'a peut-être pas envie, ou des fois, c'est un peu trop loin de chez lui, ou alors il a trop d'activités. Donc, il faut pouvoir comme ça rejeter un lead et puis pouvoir le réaffecter à quelqu'un d'autre. Donc, l'une des difficultés, c'est ça, c'est de repenser en fait tous les processus, tous les modes dégradés en fait qu'on a à subir et qu'il faut quand même anticiper. Vu qu'on recentralise toute l'information de toute façon sur la plateforme, de ramener justement tout le monde sur cette plateforme-là pour qu'elle soit dans l'écosystème que l'on souhaite pour qu'elle puisse agir. Et, du début à la fin, le contact entre l'artisan, je reste donc du début à la fin, le contact entre l'artisan et le client, voilà, alors on lui donne des accès facilités par rapport à la plateforme. En effet. Il va pouvoir notifier quel est l'échange qu'il a eu sur la plateforme et il va pouvoir acter l'issue de l'échange avec le contact, savoir si ça a donné lieu à un devis, une commande, un rendez-vous ou autre. Il va suivre comme ça, du coup. Il n'a pas à y penser, en fait. À chaque fois, on lui renvoie une relance et c'est à partir de ces relances, en fait, qu'il clique et puis qu'il accède aux différentes questions, aux différentes demandes, systématiquement. Donc, juste pour donner une vue de ce qui se passait avant, c'est que le fabricant demandait à chaque artisan qu'ils avaient sélectionné un fichier Excel mensuel de tous les contacts et des informations. Mais c'était inexploitable, entre guillemets, dans le sens où les données ne soient pas saisies, soient pas correctes par rapport à ça. Comment on prend en charge la mise à jour des informations des clients, parce que les informations des clients ne sont pas nécessairement statiques, ça évolue, ça fait des changements de comment cette formation peut... Donc là, on s'interface finalement, on centralise l'information en se connectant sur les différents systèmes informatiques existants, soit une CRM ou autre. Donc on actualise, on laisse la donnée mettre à l'outil expert de la donnée, entre guillemets. Si jamais il y a une donnée quand même à saisir sur la plateforme, ça va être un complément d'information éventuellement, ou une donnée qui n'est pas existante déjà dans une CRM. Si on récupère un client d'une CRM, c'est la CRM qui l'émet. On va éviter, si on peut faire ce peu, de doubler les systèmes informatiques pour mettre à jour une même donnée. Sinon, quand il faut mettre à jour les données, on délègue systématiquement à la personne le plus proche du client. Donc, ça peut être un formulaire envoyé au client. Tiens, voici vos données aujourd'hui. Est-ce que vos données ont changé, pas changé? Donc, la personne achète juste d'un coup d'œil. Si ces données sont correctes, elle valide. Si elle a un nouveau numéro de téléphone, un nouveau contact, une nouvelle adresse, elle peut les saisir directement. Et votre application ne permet pas de faire une correction d'informations. Elle peut, mais comme je l'ai dit, ça peut être lié à un processus de mise à jour à l'initiative du client ou à l'initiative du fabricant, enfin du fournisseur. La plateforme peut servir de CRM en fait. Donc, dessus, on va avoir toutes les informations qui vont être liées au contact ou au client. Donc, on peut modifier l'ensemble, mettre à jour un ERP, mettre à jour une autre CRM, resynchroniser dans un data mart, par exemple, la bulle statistique, l'ensemble des données. Mais ça peut être mis à jour directement ici, oui, tout à fait. Si à partir du moment où le CRM a donné pas saisie, on peut le modifier directement ici. Et on trace les modifications, on trace les évolutions de version, et ainsi de suite. Tout à fait. Ouais. On a des exemples, justement, en masse. On demande à toutes les personnes qui viennent se connecter à l'extrême de s'y connecter, justement, leurs clients, pour valider leurs données une fois par mois, parce qu'ils viennent repasser sur les données qui les concernent, afin de mettre à jour nos données. C'est un processus parmi les questions qu'on a revenues. Oui. Pardon. Ah oui.
comment faire pour que cette vérification de la qualité ne soit pas fastidieuse, parce que les gens s'envahissent par jour parce que par le champ, ça nous fait bien est-ce que c'est le cas que vous avez avancé? Ouais. C'est des cas qu'on adresse aussi, oui. En fait, quand on est sur du volume et qu'on a de l'acquisition en volume, nous, on le retrouve dans les ateliers, dans les industries, on le retrouve quand on fait des mesures en fait, sur site, où il y a énormément de volume à traiter. Donc, ce volume-là, on ne va pas le traiter à travers de la validation unitaire. On va plutôt avoir des rapports, on va plutôt avoir des... Voilà, on va travailler différemment. Déjà, on va essayer de traiter chaque cas de non-qualité pour le qualifier, essayer d'en automatiser systématiquement en fait, la correction. Tout ce qui peut être corrigé automatiquement, on va essayer de le faire pour ne laisser en fait à l'utilisateur après que vraiment les cas où il y a besoin d'interprétation humaine. Hein, mais dans le process, en fait, on va intégrer ça. Là, on a parlé de cas unitaires parce que c'est des chaînes un peu complexes, mais quand on est sur du volume, c'est un peu plus d'abattage. En fait, là, le processus va plutôt être traité en fait à la volée. Et donc, les corrections vont plutôt être gérées aussi à la volée. On va avoir des tableaux dynamiques, on a plein de composants graphiques faciles d'accès qui vont permettre rapidement, comme sous Excel, hein, voilà, de copier-coller une correction, etc., etc. Voilà. Ça répond à votre question. Ouais. C'est bon. Au bout du temps, si vous voulez, partie. Oui. Si vous voulez de plus amples informations, n'hésitez pas. On a un stand, on est en plein milieu. On ne peut pas faire beaucoup plus milieu. Si vous voulez rescanner le QR code avant de partir. Et merci de votre attention.